Bonjour à Damien Fleureau. Damien, votre invité aujourd'hui ? Un spécialiste de l'armement, un général, un spécialiste des conflits et de l'armement. On va parler de la situation en Ukraine dans quelques secondes. Bonjour, général Yakovlev. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ancien vice-chef d'état-major du Chaplin, le commandement suprême interallié pour les opérations de l'OTAN. On va essayer avec vous de comprendre la situation sur le front en Ukraine et plus spécialement sur la localité de Bakhmout. Le chef de la milice paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, a annoncé sur Telegram la capture de la ville au sens légal du terme, c'est-à-dire en prenant possession de la mairie. Est-ce que c'est au-delà du symbole, cette prise de la mairie ? Non. C'est toujours amusant d'entendre M. Prigojine parler au sens légal du terme. Je suis le maître de Bakhmout. Je ne savais pas que la légalité l'intéressait tant que ça, au jour le jour. Et puis, il semblerait qu'il se soit emparé du bâtiment de la mairie. Oui, bon. Et alors ? Un bâtiment de plus qui doit être une ruine à l'heure actuelle. Donc le plan d'urbanisme à la russe continue à Bakhmout, il n'y a rien de plus à dire. Hein. Ça veut dire tout de même que cette milice est dans le cœur même de la ville. Effectivement, si ce bâtiment ne concentre plus les services administratifs de la ville, tout de même il y a cette présence au cœur de la cité. Ah, ça grignote, il continue à grignoter bâtiment par bâtiment, ce que les Ukrainiens ne contestent pas d'ailleurs. Ils grignotent, oui. Bon. Mais vous ne voyez pas de tournant, en tous les cas, dans cette offensive pour s'emparer de la ville ? J'ai l'impression que ça fait 2 mois que Prigojine, en gros, annonce qu'il a pris Bakhmout. Hein, donc ça continue. Voilà. Et de l'autre côté, l'état-major ukrainien qui conteste effectivement avoir perdu cette localité, d'y avoir repoussé plus de 20 attaques russes ces dernières heures. Le combat... ne se fiche pas en tous les cas, où on a l'impression que rue après rue, il y a cette tentative des Russes de contrer l'offensive. Oui, les attaques russes, ça ressemble à un tir de foire pour les Ukrainiens. Les soldats ukrainiens s'en plaignent d'ailleurs. Ils commencent à en avoir marre de tuer des pauvres types l'un après l'autre qui arrivent par pile de 12. Voilà. J'ai eu un contact hier avec une connaissance, si j'ose dire, qui combat sur le front et qui dit en particulier l'artillerie est à peu près à égalité maintenant. Les Russes ont beaucoup moins de munitions d'artillerie et c'est pas pour dire que les Ukrainiens en ont beaucoup, mais à peu près autant. À l'heure actuelle, il y a une parité des feux. Donc, chez les soldats ukrainiens, oui, ils peuvent céder un bâtiment ou deux, un quartier, un petit coin de rue, etc. Là, ça se fait à un coût horrible pour les Russes qui se fatiguent, y compris Wagner. À vous entendre ce matin, général, on a l'impression que, sans remettre en cause l'âpreté des combats, la difficulté pour chaque camp d'avancer, vous ne jugez pas stratégique la prise de cette ville par les Russes ? J'ai toujours dit depuis le début, puis je ne suis pas le seul à le dire, Bakhmout en soi n'est pas stratégique. C'est devenu stratégique parce que c'est symbolique. Mais en soi, puis de toute façon, c'est un tas de ruines à l'heure actuelle. Donc en réalité, c'est sans objet autre que satisfaire l'ego démesuré de criminels comme Prigojine et faire couler des rivières de sang des deux côtés, sauf qu'il semblerait bien que du côté russe, ça soit un peu plus l'Amazone par rapport à la Seine côté Ukraine. Même si dans un conflit aussi long comme celui que l'on vit en Ukraine, la part des symboles, elle est importante. Le drapeau de Wagner qui flottera peut-être dans les prochaines heures sur certains bâtiments dont cette mairie, on imagine que ces images feront le tour du monde. C'est aussi une guerre d'influence. Oui, alors il faut prendre les images rapidement, parce que dès qu'ils mettent un drapeau, l'artillerie, du coup, d'en face, sait où ils sont. Et il y a une dégelée derrière. Donc, si vous voulez avoir des perspectives d'avenir, ne plantez pas vos drapeaux sur des bâtiments, en gros.
Alors cette guerre d'influence, justement, je voulais en dire un mot ce matin avec vous, parce que un blogueur militaire russe ultranationaliste a été tué dans une explosion à Saint-Pétersbourg. Il s'appelait Vladlen Tatarsky. L'explosion a eu lieu dans un café qui appartient au patron du groupe paramilitaire russe Wagner, avec une très forte proximité. C'est aussi important, cette guerre qui se fait sur les réseaux informés. C'est de la propagande, vous diront certains. Oui, alors c'était un propagandiste. J'ai lu, je connaissais pas avant qu'il soit mort, si vous voulez. Hein. Je lis pas le russe et je suis pas sur ses télégrammes. Et oui, il comptait plus de 560 000 abonnés sur sa plateforme Telegram. Donc un véritable organe d'information ou de désinformation, en l'occurrence. En particulier de haine, semble-t-il, parce que j'ai lu dans la presse quelques-uns des messages, et en particulier quand il avait participé à un grand événement avec Poutine. C'était de l'appel au meurtre, au vol, au viol et pire. Donc je déplore les conditions de sa mort, mais je ne suis pas sûr qu'il sera très regretté en dehors des enragés. On va parler dans un instant de l'offensive, des initiatives plutôt diplomatiques à venir. Il y a eu plusieurs échanges ces dernières heures, notamment entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Mais tout d'abord, pour rester sur le terrain, après 3 mois de formation, on a appris que les 65 premiers Ukrainiens formés à l'usage du système de défense aérienne Patriot sont de retour en Europe et donc bientôt sur le front. Est-ce que cela peut changer la donne ? Cette formation de ces militaires américains de ces militaires ukrainiens qui vont pouvoir utiliser ce système de défense. Alors le Patriot, c'est le haut de gamme de la défense solaire, y compris anti-missiles. Donc il arrête pas mal de missiles. Le Kinjal, a priori, il ne l'arrêtera pas, mais c'est pas grave parce qu'il n'y en a quasiment pas. Mais le reste, c'est quand même très, très efficace. Et puis, c'est un système à longue portée. Alors, ceci dit, je ne vais pas dire que le Patriot arrive après la bataille, mais la bataille des missiles, les Ukrainiens l'ont gagnée, au sens où ils abattent beaucoup des missiles qui sont tirés par les Russes, et les Russes en ont de moins en moins de toute façon. Avec d'autres systèmes. C'est-à-dire qu'on ne sait d'ailleurs même pas bien quand seront livrés ces systèmes de défense. Le Pentagone refuse de communiquer sur un calendrier, peut-être pour des raisons de sécurité aussi liées à ces opérations. Pour éviter que les convois soient tirés au mauvais moment, etc. Mais déjà, l'aviation russe n'opère plus au-dessus de l'Ukraine. L'aviation ukrainienne, d'ailleurs, pour le peu qu'elle opère, n'opère pas au-dessus du territoire russe, en gros. Hein. Et c'est chacun son camp, parce que des deux côtés, c'est une forêt de missiles, si vous voulez. Donc, le Patriot, c'est le haut de gamme. Combien de couches de défense aérienne y a-t-il en Ukraine ? Parce qu'il y a aussi le système Crotale de Thales. Crotale, c'est montre une efficacité. On peut les superposer. Oui, absolument. Ils sont complémentaires. Ce sont des bulles. Le Patriot, c'est la bulle au-dessus des bulles. Il voit beaucoup plus loin et il tire plus loin. C'est les missiles à longue portée, haute altitude et longue portée. Et puis vous avez des missiles moyenne portée comme l'Aster 15 français, franco-italien, pardon, à peu près une quarantaine de kilomètres. Et puis vous avez courte portée, le Crotale, donc de 8 à 12 kilomètres selon l'altitude d'interception. Et puis très courte portée comme le Mistral à 3 kilomètres, si vous voulez. Donc en fait, on superpose ces bulles parce que la bulle qui voit loin et qui tire loin ne voit pas bas. Et donc, elle peut être déjouée par des pénétrations à basse altitude. Et du coup, progressivement, vous réduisez le scope sur les endroits les plus cruciaux à protéger. Et pour rester sur ce sujet, vous avez lu ce week-end, dans un entretien au quotidien Le Parisien, aujourd'hui en France, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a précisé que le système Sol-Air, baptisé SAMP Mamba, sera livré de concert avec l'Italie au cours des prochaines semaines. C'est aussi une attente. Qu'est-ce que cela peut changer sur le terrain ? Alors, ce que ça peut changer, c'est que le Mamba, pareil, c'est du haut de gamme, c'est très, très efficace, c'est récent. Et là, je suppose que c'est le modèle à 40 km. Donc, par exemple, ça peut protéger Kiev très efficacement. Je veux dire, pour les Russes,
Il faudrait chercher une attaque saturante pour espérer avoir quelques missiles tombés sur Kiev en pratique. On parlait il y a quelques minutes de la formation de ces militaires ukrainiens au maniement du système Patriot. Sur la formation des pilotes ukrainiens en France, Sébastien Lecornu ajoute dans cet entretien: on ne s'interdit rien, mais factuellement, il n'y a pas de formation en cours pour des pilotes. Une formation, c'est à minima plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois. Cela veut dire que les Ukrainiens n'ont pas, à ce stade, de besoin ou n'en font pas ressentir le besoin? Moi, depuis le début, je n'ai pas été très convaincu du besoin en avion, puisqu'il n'y a aucun avion qui vole, en gros, des deux côtés. Donc, et aujourd'hui, si on leur donnait, en l'occurrence les Français, des Mirage 2000, où est-ce qu'ils les poseraient? Comment ils les entretiendraient? Pour faire quel genre de mission? Vous voyez, alors le président Zelensky, il a des conseillers militaires de l'armée de l'air, ce que je ne suis pas, donc il a peut-être ses raisons que je n'ai pas, en dehors de l'aspect psychologique. En tout cas, pour former un pilote de Mirage, quand on est un pilote de MiG-29, on n'est pas dans les semaines, on est dans les mois. Alors l'avion est très facile à piloter. Il y a une différence entre le MiG-29 et le Mirage 2000. On le sait, mais vraiment, quand on est dans le cockpit, tout est différent. Alors, quand on est dans le cockpit, je n'ai pas eu l'honneur de m'asseoir dans un cockpit de MiG-29. En revanche, j'ai volé dans un Mirage 2000. Et j'ai même piloté le Mirage 2000. Au sens, bon, le pilote, il a quand même décollé, puis il a fait l'atterrissage, puis il m'a passé la manette à un moment. C'est un joystick. Donc, piloter l'avion, même un débile comme moi y arrive, si vous voulez. Au sens, le faire voler. Vous n'êtes pas, mais... Pas bon, un ignorant, un ignare, voilà. Même un ignare comme moi y arrive. En revanche, c'est le système d'armes. Le radar, il a plusieurs modes, il y a plusieurs... Et donc vous nous dites ce matin, il faut plusieurs mois de formation, même si on a des pilotes ukrainiens expérimentés au maniement du MiG-29, par exemple. Mais nous, il nous faut des années pour nos pilotes de l'armée de l'air, des années pour qu'ils aient la qualification des qualifications, si vous voulez, chef de patrouille, etc. Donc le gars, ça fait 2 ans qu'il vole sur Mirage 2000 en escadrille, en escadron, pardon, il est encore ailier, il doit être guidé par un ancien, si j'ose dire. C'est le système d'armes, la complexité, c'est le système d'armes. Alors, général, ce mardi, en Conseil des ministres, la loi de programmation militaire pour la France pour les années 2024-2030 sera donc présentée par Sébastien Lecornu. Elle s'élève à 413 milliards d'euros. Concrètement, le ministère a obtenu une rallonge d'1,5 milliard pour son budget 2023. Vous y voyez là un signal positif ou finalement un nécessaire effort, notamment pour compenser les effets de l'inflation qui impacte bien sûr ce secteur militaire de la défense et pour accélérer la reconstitution notamment du stock de munitions. On en a beaucoup parlé ici. Oui, alors j'y vois une chose positive et une chose qui m'étonne un peu. La chose positive, c'est d'abord, c'est la 2e LPM du président Macron, et il faut quand même dire que la première qui était respectée depuis l'invention de la LPM, vous vous souvenez, Michel Rocard disait la LPM, cet exercice de poésie budgétaire. Bon, pendant 5 ans, ça n'a pas été de la poésie, ça a été la réalité, ce qui a même surpris les armées, en réalité, qui ne s'attendaient pas à avoir l'argent promis, ne s'attendaient pas à le voir arriver. Oui, non quoi, il est arrivé. Donc la première LPM a été, comme l'a dit le ministre, une LPM de réparation. On a comblé un certain nombre de brèches, ou on commence à combler un certain nombre de brèches, parce qu'après 30 ans d'avoir affamé le système... De sous-investissement ou de désinvestissement. Sous-investissement, vous avez affamé l'organisme, vous n'allez pas lui donner du foie gras tout de suite, si vous voulez. Donc il faut repartir doucement dans les protéines. Donc ça fait 5 ans qu'on est reparti doucement dans les protéines et on a comblé un certain nombre de brèches. Ça, il faut le reconnaître, c'est très fort. Nous avons 5 ans d'avance sur tous nos amis européens qui viennent de commencer avant-hier, en fait. Et d'ailleurs, les Anglais n'y sont pas encore. Et donc cette LPM qui s'annonce est un effort de la nation qui est considérable. Et à en juger par le premier mandat du président Macron, celui-ci sera respecté aussi. Donc c'est très fort. Ça donne une visibilité que nous sommes seuls à avoir en Europe, en gros, en dehors des Polonais. Donc visibilité, crédibilité qui permet de relancer Absolument. La filière et les différents acteurs.
le point faible. Alors ça, oui. Jusque-là, c'était le côté qui me rendait optimiste. Le point faible, c'est que j'ai pas l'impression que la LPM a compris qu'il y avait une guerre en Ukraine. Je veux dire par là que nous conservons le modèle d'armée, on parle de projection, on va lancer le nouveau porte-avions nucléaire, je précise que je suis très pour. On va en reparler dans un instant. J'y crois. Et à côté de ça, il n'y a rien, enfin, je n'ai rien lu dans l'interview du ministre, qui indique qu'on a une visée continentale. Je veux dire par là, on parle de projection, on parle d'influence de la France, et tout ça, ce sont des choses auxquelles je souscris, une capacité de projection. Nous avons une armée de l'air qui pourrait être plus grande, mais qui est très efficace, enfin bref, on peut être fiers de ce qu'a notre marine et notre armée de l'air, et je suis très content du renouvellement du porte-avions nucléaire. En revanche, pour les capacités terrestres, il y a un trou. Or, tout ce qui est mentionné dans l'article, dans l'interview que j'ai lue, c'est de la projection, c'est l'influence de la France, c'est que la France tienne son rang. Oui, qu'elle tienne son rang dans le monde, mais pas en Europe. Avec notamment ce sujet du porte-avions. Oui. Vous dites, c'est parfait, parce que la France, notre pays, a besoin de cette capacité de projection. C'est un outil aussi diplomatique, oui. Mais ce n'est pas suffisant. Oui, parce qu'on oublie que nous sommes aussi une puissance continentale, que nous avons des obligations en Europe, et que c'est en Europe que se jouera notre survie. Dans le reste du monde, c'est notre influence qui se joue. C'est peut-être notre survie à long terme. Mais là, il manque, en pratique, pour être clair, il nous manque une division blindée. Il nous manque une capacité divisionnaire, une capacité d'encadrement terrestre en Europe. Ce qui veut dire que soit on compte sur les Américains pour continuer à le faire. Dans le cadre de l'OTAN, par exemple. Et c'est ce que disent d'ailleurs certains membres de l'OTAN. Dans le cadre de la préparation du sommet qui se déroulera en juillet à Vilnius, les États membres du flanc oriental de l'OTAN ont appelé vendredi à une présence militaire américaine accrue dans la région. Oui, c'est ce qu'on appelle l'autonomie stratégique de l'Europe. Puisque ce n'est pas nous qui le faisons, ce sont les Américains qui le feront. Alors, il n'est pas question de se comparer aux Américains, mais pour être, tout comme le porte-avions fait de votre marine une marine de premier rang, une division, type OTAN, fait de votre armée une armée de premier rang. Et là, les comptes n'y sont pas. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Alors, les Polonais envisagent de faire une division ou ont déjà commencé à faire une division. Les Allemands, peut-être, mais ils ne sont pas très crédibles. On ne sait pas où ils seront dans 5 ans, si j'ose dire. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au même moment où on claironne toutes les 2 minutes autonomie stratégique de l'Europe, au même moment, on ne met pas sur la table une capacité d'encadrement du premier rang qui fasse de nous la puissance terrestre en Europe. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est très content que les Polonais le fassent ? Pourquoi pas ? Auquel cas, il faudrait peut-être le dire, et puis il faudrait en tenir compte dans nos relations avec les Polonais. Ou alors, on compte toujours sur les Américains. Mais à ce moment-là, il faut arrêter le discours d'autonomie stratégique de l'Europe. Je voudrais qu'on termine cet entretien, Général Yakovlev, avec ce déplacement qui se prépare pour Emmanuel Macron en Chine en milieu de semaine, une visite d'État qui démarre donc ce mercredi. L'Élysée affirme vouloir chercher un espace de dialogue avec Xi Jinping sur le conflit en Ukraine. Mais c'est vrai que l'objectif officieux de ce déplacement, c'est avant tout de tenter d'empêcher Pékin, finalement, de soutenir militairement Moscou. C'est comme ça que vous lisez aussi cette visite ? Alors bon, je suis beaucoup moins informé sur la visite que ce que dit l'Élysée. Je m'en voudrais de... Là, je pense que le président Macron va revenir à la charge avec ce message. Il y a une certaine constance de tout le monde occidental de dire aux Chinois ne franchissez pas ce pas. Un effet stratégique majeur sur le conflit, une décision funeste si la Chine décidait de s'engager militairement. Si la Chine décide d'aider la Russie à la mesure des moyens de la Chine, la vie va devenir très compliquée pour les Ukrainiens. Oui. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'accélérer les initiatives diplomatiques ? On a eu un échange ce week-end entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. On a appris qu'il y aurait un déplacement également de Volodymyr Zelensky à Varsovie cette semaine, dans le cadre sans doute de discussions pour peut-être préparer une issue, une sortie de crise. Là, je ne sais pas. Pour moi,
Cette guerre se décidera par les armes. On n'en est pas encore là. Je le regrette. C'est-à-dire que le front n'est pas suffisamment figé ou stabilisé? C'est-à-dire que chacun des deux camps croit encore qu'il peut l'emporter. C'est quand les deux camps auront compris qu'ils ne peuvent pas l'emporter, ni l'un ni l'autre, qu'ils commenceront à parler. Pour l'instant, je pense qu'ils n'en sont pas encore là. Vous cherchez quoi, une égalité dans ces cas-là, dans la défaite? C'est en quelque sorte ce constat-là qu'il faut faire? La parité dans la défaite ou la perspective de victoire d'un camp qui soit suffisamment incontestable pour que l'autre cherche à obtenir des termes tant qu'il lui reste encore quelque chose à mettre sur la table. Mais ça vaut dans les deux sens. Et pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on n'y est pas, à mon avis, non. Merci beaucoup, Général Yakovlev, d'avoir répondu à nos questions ce matin, faire un point de situation, notamment sur l'offensive sur la ville de Bakhmout.